Si vous êtes un homme ayant déjà dépassé 60 ans, je veux que vous prêtiez une grande attention à ce que vous êtes sur le point de lire. Ce que vous faites dans l'intimité de votre chambre, oui, ce dont il est parfois gênant de parler, même avec votre médecin de confiance, peut influencer directement combien d'années il vous reste à vivre et surtout la qualité avec laquelle vous les vivrez. Cas clinique. Monsieur Miguel, 68 ans. Il y a un peu plus de 15 jours, Monsieur Miguel est venu dans mon cabinet, un patient de 68 ans. Son expression était un mélange de timidité et d'inquiétude, quelque chose que j'ai vu d'innombrables fois au cours de ma carrière. D'une voix basse, il m'a dit « Docteur, j'ai besoin de vos conseils », mais il m'est très difficile de commencer à parler. À cet instant, j'ai su de quoi il s'agissait, d'un sujet qui préoccupe la plupart des hommes, mais que très peu osent consulter. Je me présente. Je suis le docteur Andrés Galarza et j'accompagne et traite des patients masculins depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de manière ouverte, sans détour ni préjugés, comme si nous étions seuls dans mon cabinet. Éjaculation et santé de la prostate. La relation entre l'éjaculation et la prostate est beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait imaginer. Cette petite glande en forme de noix située juste sous la vessie, dont on ne se souvient presque jamais jusqu'à ce que les problèmes apparaissent, peut être la clé pour comprendre pourquoi certains hommes atteignent 80 ans en bonne santé, tandis que d'autres font face à un cancer dès 60 ans. Et le plus surprenant, c'est que l'explication pourrait se trouver dans quelque chose d'aussi naturel que la fréquence à laquelle un homme éjacule. Ce n'est ni un mythe ni un tabou. Il s'agit de preuves scientifiques. Lorsque j'ai partagé cette information avec Monsieur Miguel, il a presque sursauté de sa chaise. Mais avant de lui donner des détails, je lui ai demandé de réfléchir avec moi à un aspect fondamental. Imaginez votre prostate comme une petite usine qui travaille de manière constante, jour et nuit. Sa fonction principale est de produire un fluide épais et transparent qui fait partie du sperme. Ce liquide n'est pas n'importe quoi. Il contient des nutriments tels que le zinc, l'acide citrique et diverses enzymes indispensables pour protéger et transporter les spermatozoïdes. Mais ce processus ne se produit pas de manière isolée. C'est comme une symphonie où chaque organe joue un rôle. Les vésicules séminales, situées à côté de la prostate, produisent la majeure partie du volume séminal, un liquide riche en sucre qui sert de source d'énergie. Quant aux testicules, ils apportent une fraction minime, environ 1%, mais c'est la portion essentielle, les spermatozoïdes. Le résultat final est un mélange coordonné et parfait que nous connaissons sous le nom de sperme. Le processus éjaculatoire en 2 étapes. Lorsqu'une éjaculation se produit, le mécanisme se déroule en 2 phases, semblables à une pièce de théâtre. La première s'appelle la phase d'émission, où les différents fluides se concentrent dans l'urètre, attendant comme des acteurs derrière le rideau. Ensuite arrive le deuxième acte, l'expulsion. À ce stade, les muscles du plancher pelvien se contractent fortement et projettent le sperme vers l'extérieur. Tout cela dépend d'une communication précise entre les nerfs et les muscles. C'est pour cette raison que lorsque Monsieur Miguel m'a demandé si le diabète pouvait avoir un impact, je lui ai répondu que oui. Le diabète influence-t-il l'éjaculation? Certainement, le diabète peut endommager les terminaisons nerveuses impliquées dans ce processus et altérer la réponse. Cependant, ce qui inquiétait le plus Monsieur Miguel était autre chose. Il voulait savoir si retenir le sperme pouvait être nocif. Est-il mauvais de se retenir? La réponse est claire. Il n'existe aucune preuve que l'évitement de l'éjaculation provoque directement une maladie grave. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de conséquences. On peut le comparer à une rivière. Lorsque l'eau s'écoule normalement, elle reste propre. Si elle stagne, elle devient trouble et perd de sa fraîcheur. Quelque chose de similaire peut se produire dans la prostate, surtout chez les hommes souffrant de prostatite chronique. Prostatite chronique et fréquence. Cette inflammation persistante et douloureuse de la glande peut s'aggraver lorsque les éjaculations sont rares. La sensation de pression dans la région pelvienne augmente et l'inconfort s'intensifie. Une étude de 1999 a montré que les hommes atteints de prostatite chronique qui augmentèrent la fréquence de leurs éjaculations, que ce soit en couple ou par masturbation, ressentaient un soulagement notable des symptômes. Éjaculer agit comme un nettoyage des conduits, soulageant la congestion et diminuant l'inflammation.
Lorsque j'ai expliqué cela à M. Miguel, il m'a répondu surpris. « Docteur, je pensais que c'était nuisible. » Je lui ai répondu « Ce qui est nuisible, c'est d'ignorer ce que votre propre corps vous demande. » Recherche sur le sommeil, année 2023. Il y a un autre détail important. Des études récentes publiées en 2023 dans une revue spécialisée dans les troubles du sommeil ont montré que l'éjaculation libère des hormones telles que la prolactine, l'ocytocine et les endorphines, favorisant la relaxation et un sommeil profond. Les hommes ayant une activité sexuelle fréquente, surtout lorsqu'ils atteignaient l'orgasme, dormaient mieux, se réveillaient moins souvent pendant la nuit et se sentaient plus reposés au réveil. En conclusion, au-delà du plaisir, maintenir une vie sexuelle active peut devenir un somnifère naturel et gratuit. La grande question, le risque de cancer augmente-t-il avec peu d'éjaculation? La science étudie depuis des décennies si une faible fréquence éjaculatoire peut augmenter les probabilités de développer un cancer de la prostate. Et les résultats sont aussi révélateurs que surprenants. Pause pour inviter la communauté. Si vous pensez que cette information peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et la partager avec un ami ou un membre de la famille. Pour vous, cela ne coûte rien. Et pour moi, cela signifie beaucoup car cela me permet de continuer à créer un contenu sincère sur la santé. Étude de Harvard avec 32 000 hommes. L'analyse la plus importante sur ce sujet a été réalisée par l'Université de Harvard, qui a suivi pendant 18 ans près de 32 000 hommes. Les résultats étaient sans appel. Ceux qui ont déclaré éjaculer 21 fois ou plus par mois avaient jusqu'à 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate comparativement à ceux qui le faisaient entre 4 et 7 fois. Ce qui est le plus frappant, c'est que peu importait comment l'éjaculation était obtenue. Elle pouvait se faire en couple ou en solitaire, le jour ou la nuit. Ce qui compte, c'est l'acte lui-même, pas le contexte. Lorsque je l'ai expliqué à M. Miguel, il m'a dit tristement qu'il était veuf. Je lui ai répondu « Cela ne vous limite pas. Votre bien-être dépend du fait que vous preniez soin de vous-même. » Ses yeux se sont illuminés en entendant ces mots. Des recherches ultérieures, comme un travail publié en 2017 et une méta-analyse de 2018, confirment ces conclusions. Une plus grande fréquence est associée à un risque moindre. Les preuves sont si cohérentes que la communauté scientifique s'est interrogée sur les mécanismes qui expliquent cette protection. Mécanismes possibles. Une des explications les plus acceptées est l'hypothèse du lavage. On pense que des éjaculations fréquentes éliminent des substances nocives qui pourraient s'accumuler dans le liquide prostatique, réduisant ainsi la possibilité de mutation dans l'ADN. Une autre théorie indique que maintenir une activité éjaculatoire régulière aide à conserver un équilibre hormonal sain, ce qui empêche les cellules de croître de manière incontrôlée. Il est également suggéré que l'activité sexuelle stimule le système immunitaire, renforçant sa capacité à détecter et éliminer les cellules anormales. Enfin, les contractions musculaires pendant l'orgasme favorisent la circulation dans la région pelvienne, réduisent l'inflammation et diminuent les dommages oxydatifs, des conditions qui rendent moins probable le développement d'un cancer. Combien de fois devrais-je éjaculer? À ce moment-là, M. Miguel m'a interrompu pour demander « Alors, dois-je le faire 21 fois par mois ?» Je lui ai précisé que ce chiffre n'est ni une prescription médicale, ni un objectif à suivre à la lettre. Chaque homme est différent, et la fréquence idéale dépend de facteurs tels que l'âge, la santé générale, la présence d'un partenaire, le niveau d'énergie, l'état émotionnel et même le stress. Se forcer à atteindre un chiffre peut générer frustration et anxiété, ce qui est contre-productif. L'essentiel est d'écouter son corps et de trouver son propre rythme, sans pression ni comparaison. Un sujet fréquent chez ceux ayant déjà eu des problèmes prostatiques est ce qui se passe avec l'éjaculation après une intervention chirurgicale. La réponse dépend du type de procédure, mais en général, l'opération la plus courante est celle visant à traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate, une condition fréquente dans laquelle la glande augmente de taille et comprime l'urètre, rendant la miction difficile. Monsieur Roberto, 72 ans, chirurgie pour hypertrophie prostatique. Monsieur Roberto, âgé de 72 ans, est venu à ma consultation désespéré car il n'arrivait pas à se reposer. Chaque nuit, il se levait entre 6 et 7 fois pour uriner
mais ne parvenait à expulser que quelques gouttes. Cela était devenu un véritable supplice. Dans des situations comme celle-ci, l'intervention chirurgicale vise à libérer le conduit urinaire. Le tissu interne de la prostate qui obstrue la sortie est retiré tout en laissant intacte la couche externe. C'est comme extraire la pulpe d'une orange tout en conservant l'écorce. La conséquence la plus fréquente de cette procédure est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. En termes simples, lors de l'orgasme, le sperme n'est pas expulsé vers l'extérieur, mais dévié vers la vessie. Cela se produit parce que, pendant la chirurgie, le sphincter interne est altéré. Une petite porte qui empêche normalement ce reflux. C'est comme une porte qui ne ferme plus correctement entre deux pièces. L'essentiel à comprendre est que le plaisir pendant l'orgasme reste intact, la capacité d'érection n'est pas nécessairement affectée et la sensation est la même. La seule différence est qu'il n'y aura pas d'expulsion visible de sperme. Avant d'entrer au bloc opératoire, M. Roberto m'a demandé avec crainte « Alors je ne serai plus un homme ?» Je lui ai pris la main et lui ai répondu fermement « Vous êtes exactement le même. » La seule chose qui change, c'est le chemin du sperme, qui est désormais éliminé de manière inoffensive par l'urine. Beaucoup d'hommes s'adaptent facilement à cette condition et leur vie intime reste satisfaisante. Chirurgie radicale. Prostatectomie. Il existe un autre type d'opération beaucoup plus invasive et radicale, la prostatectomie radicale, indiquée lorsqu'un cancer de la prostate est diagnostiqué. Dans ce cas, l'objectif est d'enlever la totalité de la prostate avec les vésicules séminales. C'est comme démolir une usine entière au lieu de la vider partiellement. En retirant ces organes, la production de sperme est complètement perdue. Autrement dit, après la chirurgie, il n'y aura aucune éjaculation. Le soi-disant orgasme sec. Pourtant, la sensation orgasmique peut rester. C'est ce que l'on appelle l'orgasme sec. On ressent le climax, mais sans sortie de liquide. Cependant, je dois être honnête. Cette procédure comporte deux complications possibles. La première est l'incontinence urinaire, c'est-à-dire la perte de contrôle de la miction. La seconde est la dysfonction érectile, c'est-à-dire des difficultés à obtenir ou maintenir une érection. Cela se produit car les nerfs responsables de l'érection sont proches de la prostate, comme des câbles électriques le long d'un mur, et peuvent être endommagés pendant l'opération. Monsieur Carlos, 65 ans, cancer détecté tôt. Je me souviens de Monsieur Carlos, âgé de 65 ans, à qui un cancer de la prostate a été diagnostiqué à un stade précoce. Les larmes aux yeux, il m'a demandé « Docteur, cela vaut-il la peine de vivre ainsi ?» Je lui ai répondu sincèrement « La vraie question n'est pas comment vivre après, mais si cela vaut la peine de continuer à vivre. » Et avec la technologie actuelle, comme la chirurgie robotique et la précision chirurgicale avancée, il est souvent possible de conserver les nerfs et de préserver la fonction. Pas toujours, mais dans un bon nombre de cas, oui. Il n'existe pas de formule magique. Après tout ce que nous avons abordé, je veux être clair, il n'existe pas de recette infaillible ni de secret miracle pour éviter le cancer de la prostate. Il n'y a pas de régime magique, ni de supplément spécial, ni un nombre exact d'éjaculations garantissant une protection totale. L'outil le plus puissant, le suivi médical. Ce qui fait vraiment la différence entre la vie et la mort, c'est la prévention par le suivi médical. Faire des contrôles annuels avec l'urologue, mesurer l'antigène prostatique, connu sous le nom de PSA, et accepter l'examen par toucher rectal lorsque le spécialiste le recommande, même si cela est inconfortable. C'est ainsi que l'on peut détecter les problèmes à temps et sauver des vies. Le retour de Monsieur Miguel. Un mois après notre première conversation, Monsieur Miguel est revenu me voir. Cette fois, il est arrivé souriant. « Docteur, j'ai déjà pris rendez-vous avec l'urologue. Et savez-vous quoi? J'ai perdu ma gêne. J'ai même parlé du sujet avec mes compagnons de domino, et il s'est avéré que tous avaient les mêmes questions. » Je lui ai répondu joyeusement, « C'est cela, briser le silence qui rend malade. » Autres éléments clés du puzzle. La fréquence de l'éjaculation semble être un facteur positif, selon les preuves scientifiques, mais ce n'est pas la seule pièce du puzzle. D'autres pratiques se sont révélées tout aussi importantes, voire plus. Éviter le tabac, car il empoisonne la prostate et tout l'organisme. Maintenir un poids adéquat, car l'excès abdominal reflète une inflammation et une maladie potentielle. Suivre un régime équilibré avec abondance de fruits,
légumes et poissons, et limitez les viandes rouges, les produits transformés et les sucres. Restez actif. Marcher une demi-heure par jour, prendre les escaliers, danser ou jouer avec ses petits-enfants apporte des bénéfices incalculables. Monsieur Roberto m'a dit un jour, « Depuis que je marche chaque matin, je n'urine pas seulement mieux, je me sens aussi 20 ans plus jeune. » Attention aux faux remèdes sur Internet. Il est vital de se méfier de ceux qui proposent des cures miracles en ligne. Il y a des vendeurs d'illusions qui promettent des résultats avec des potions, aimants ou smoothies, sans aucun soutien scientifique. La santé est trop précieuse pour la confier à des charlatans. Ne gaspillez ni votre argent ni surtout votre temps. Dans les cas de cancer, le temps équivaut à la vie. 25 années d'expérience. Leçon apprise. Après 25 ans à soigner des milliers de patients, j'en suis arrivé à une conclusion. Les hommes qui vieillissent le mieux ne sont pas ceux qui ont trouvé une formule secrète, mais ceux qui ont pris la responsabilité de leur santé. Ceux qui ont parlé, posé des questions et osé se soigner sont ceux qui atteignent 80 ans, avec énergie et plénitude. La prostate n'est pas un ennemi, elle fait partie de votre corps et, comme tout organe, mérite attention et soin. Monsieur Carlos, après l'opération, j'ai récemment reçu une photo de Monsieur Carlos. Il était à la plage, jouant avec ses petits-enfants et construisant des châteaux de sable. Malgré sa chirurgie et ses limitations, il était vivant, présent et heureux. C'est cela qui compte vraiment. Pouvoir rire, embrasser et profiter d'un jour de plus. Informations complémentaires disponibles. Si vous souhaitez comprendre comment interpréter les résultats du PSA, à quoi vous attendre lors de la première visite chez l'urologue, ou comment parler au médecin sans gêne, vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos où j'explique tout clairement et sans tabou. Une mission personnelle. Pour moi, diffuser ce savoir n'est pas seulement un travail, c'est une mission de vie. Chaque homme qui perd sa peur, qui se rend à ses examens et qui prend soin de sa santé est une victoire. C'est un père qui sera présent pour ses enfants, un grand-père qui verra grandir ses petits-enfants, un compagnon qui vieillira aux côtés de sa partenaire. C'est pourquoi je vous demande de partager cette information si elle vous a été utile. Envoyez-la à cet ami qui évite d'aller chez le médecin, à ce frère qui fait le fort ou à ce voisin qui se tait par honte. Une conversation aujourd'hui peut sauver une vie demain. Abonnez-vous à la chaîne, pas pour moi, mais pour vous. Ainsi, vous pourrez continuer à apprendre, à prendre soin de vous et à recevoir des informations précieuses. Laissez un j'aime si vous pensez que davantage d'hommes devraient entendre ce message et racontez-moi dans les commentaires vos questions ou expériences. Personne n'est seul dans ce chemin et ensemble, nous sommes toujours plus forts. Votre santé est non négociable. Votre santé ne peut être reportée ni reléguée au second plan. C'est votre ressource la plus précieuse. Sans elle, tout le reste perd son sens. Alors décidez dès aujourd'hui de franchir cette étape. Prenez rendez-vous, faites l'examen, parlez à votre médecin. Votre corps est prêt à répondre, mais il a besoin que vous agissiez. Il ne s'agit pas de reculer par peur, mais d'avancer avec courage. Prendre soin de soi est un acte de bravoure, pas de faiblesse. Monsieur Miguel a compris. Monsieur Roberto a compris. Monsieur Carlos a compris. Maintenant, c'est votre tour. Resterez-vous silencieux ou prendrez-vous le contrôle? À la prochaine et souvenez-vous toujours, votre meilleur médecin, c'est vous-même.